Donc nous sommes de retour pour la deuxième partie de la matinée consacrée à la kinésithérapie respiratoire pédiatrique, donc pour les journées interprofessionnelles sur les affections respiratoires proposées par les unions régionales des professions de santé, URPS. Donc deuxième partie de la conférence de M. Guy Possiot qui nous a fait le plaisir de venir, et nous allons traiter du sujet suivant, l'auscultation dans la bronchiolite pour les nuls, et donc avec un atelier pratique. Voilà, c'est parti. Donc merci Guy Possiot de prendre la relève. Bien, allons-y avec ces fameux bruits respiratoires. Je ne vais pas me limiter à la bronchiolite, je vais faire un exposé général de l'auscultation pulmonaire actualisée telle qu'elle est aussi à l'international. Bien, alors la première diapo. Rebienvenue à tout le monde. OK. Bien, alors, comme chacun sait, l'auscultation pulmonaire a été découverte par René Laennec, un Français s'il vous plaît, en 1813. Laennec était un médecin formé à Nantes et puis était devenu professeur à l'hôpital Necker. Vous voyez que la manière dont on pratiquait à cette époque, Laennec référait aux travaux d'Hippocrate. Il y a tout un éloge de la clinique à faire à partir d'Hippocrate, de Galien, dans Von Brugger, un Viennois, puis Laennec. Et pour la petite histoire, Laennec était, on dirait aujourd'hui, un enfant à très haut potentiel sur le plan historique. On a des écrits quand même qui témoignent de la brillance intellectuelle de ce monsieur. Alors, il pratiquait l'auscultation immédiate, c'est-à-dire sans médium, sans intermédiaire, en collant son oreille sur le thorax. Il s'inspirait d'Hippocrate, comme je vous le disais, et Laennec, à cette époque, le grec n'était plus enseigné en France, dans les écoles. Il l'avait été auparavant, et Laennec a appris seul le grec pour lire Hippocrate dans le texte. Vous imaginez. En fait, il parlait 5 langues, on ne sait pas très bien comment. Il parlait même la langue du Christ, dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra. Mais il ne parlait pas l'anglais. Et puis, il a publié en 1819 le traité d'auscultation médiate qui va être traduit dans toutes les langues de la Terre, quasiment. Et pour la petite histoire, le premier à traduire Laennec fut Forbes, un Anglais, qui admirait Laennec et qui, sur le plan historique, parce que j'ai publié ça dans un papier il n'y a pas longtemps, ceux qui le souhaitent peuvent toujours me demander de la bibliographie, si vous avez besoin d'un article ou l'autre, c'est toujours avec plaisir que j'envoie ces papiers. Il a été traduit par Forbes. Et Forbes a pris la liberté, dans sa première traduction de 1819, de remplacer le mot râle par le mot rhoncus. Or, j'ai reparcouru à fond la première publication de Laennec, il n'utilise nulle part le mot rhoncus. Donc rhoncus a été introduit par les Anglais. On a d'ailleurs reproché à Forbes d'avoir fait cela. Diapo, mais c'est moi les diapos, voilà. J'ai quand même une petite photo de l'île, là, non? C'est bien. Voilà pour l'historique, je vais rapidement là-dessus. Je vais vous faire une petite leçon d'acoustique. On parlera de la nouvelle nomenclature et de la genèse des bruits et de leur interprétation. Je précise immédiatement que cet exposé, qui dure environ 3/4 d'heure, lors de mes formations, le cours d'auscultation dure 5 heures. Pourquoi? Parce que la correspondance est toujours faite avec le bruit et la kinésithérapie. La question est de dire, ce bruit-là est-il kinésithérapeutisable? D'accord? Bien.
Alors, bienvenue à Lille. Comme je vous le disais, j'ai fait partie pendant une bonne vingtaine d'années de l'International Lang Science Association, qui était un groupe de recherche américain puis mondial, où nous étions environ une quarantaine de chercheurs. Pour en faire partie, il fallait avoir un laboratoire d'acoustique, ce que je possédais à cette époque-là. Les publications de l'International Lang Science, ça représente quand même en 20 ans 2000 études. Nous avons réalisé 2000 études, pas moi, hein, modestement, 2000 études dont 300 à 400 ont donné lieu à publication. D'accord? Alors je suis intervenu. J'étais le seul kiné dans ce groupe qui comportait des médecins américains, finlandais, japonais, etc. OK. Alors, la nomenclature, c'est-à-dire la liste des bruits respiratoires que vous utilisez encore en France, est celle de l'AENEC, qui date de 1819, que vous voyez à gauche. La colonne de gauche vous montre que les bruits respiratoires, l'AENEC prenait en compte deux catégories, les bruits respiratoires et les bruits adventices. La même classification a été retenue par l'ATS, l'American Thoracic Society, vous voyez, donc c'est pas récent, en 1974, par l'International Lang Science en 1981, par le New England Medicine en 2014 et par l'European Respiratory Society en 2015. Et au sein de cette ERS, nous étions un groupe de critiques qui avons refait une nomenclature, un état de la question en Europe. Si la nomenclature est bien passée dans le monde anglo-saxon, en Europe, il y a encore beaucoup de diversité, et nous avons fait une petite enquête comme ça qui a également été publiée. Voilà. Alors, je ne vous parle pas de la liste de gauche, parce que je ne la pratique plus. J'ai presque jamais pratiqué au profit de celle de droite. Mais bon, si vous avez la publication de notre groupe de 1999 paru dans la revue des maladies respiratoires, vous avez un tableau avec la correspondance des deux nomenclatures. Donc voilà, celle-là, on l'oublie. Et à quoi ont servi les études et toutes les validations, toutes les analyses acoustiques de tous les bruits proposés par l'AENEC? Eh bien, ils ont servi d'abord à les objectiver. On voit ce qu'on entend, comme on va le voir et l'entendre. Et il n'y a plus, nous avons conservé les deux mêmes catégories que l'AENEC, mais dans chaque catégorie, il n'y en a plus que deux, le bruit respiratoire normal et le bruit respiratoire bronchique pour la première catégorie, et dans les bruits adventices, des craquements et des sibilances. Donc, de 12 bruits, ou 10 ou 12 bruits, on est passé à 4, ce qui est beaucoup plus simple, et on les voit. Alors, donc, grâce à qui les voit-on? À un contemporain de l'AENEC, qui était le préfet de Grenoble sous Napoléon, Joseph Fourier. Ils étaient contemporains, mais ils ne se connaissaient pas. L'AENEC décrivait les bruits respiratoires d'un point de vue psychoacoustique. C'est-à-dire qu'il écoutait le bruit et il tentait de corréler ce bruit à un bruit de la vie courante pour se faire comprendre de ses lecteurs. Par exemple, ce que vous appelez encore les râles crépitants. L'AENEC disait chauffer une poêle très fort et puis déposer du sel dessus, ou prenez une mèche de cheveux, là toi aussi tu auras difficile, faites crisser cette mèche de cheveux près de l'oreille, et ce que vous entendez, ce sont des crépitants. Et Fourier avait émis un théorème, qui est le théorème de Fourier, qui permet cette fois une analyse physico-acoustique des bruits, à condition de disposer d'ordinateurs, parce que il fallait un grand nombre de calculs. C'est très fastidieux, mais maintenant vous avez des analyses de Fourier. Tu as mentionné tout à l'heure le Littmann 3200 qui fournit des sonagrammes, etc., ce qui est très objectif évidemment.
Alors, ça c'est l'enquête que nous avons publiée à l'ERS pour dire encore que dans le monde latin, nous avons un problème. Certains progressent, d'autres pas. Il faudrait, l'ERS plaide pour une nomenclature acceptée par tous au départ des travaux de l'ILSA notamment. Alors, pourquoi est-il intéressant d'analyser ces bruits? Et à quoi est-ce qu'on aboutit? Quel est le résultat? 1. La nomenclature est plus simple. Vous n'avez plus que 4 bruits. Puis on va avoir de petites sous-catégories, mais pas très compliquées. 2. Nous prétendons à faire une kinésithérapie scientifique. Science veut dire valider, science veut dire mesure, science veut dire paramètre. Et là, nous avons des paramètres objectifs qui vont nous permettre de mesurer ce que fait la kinésithérapie sur tel bruit. On mesure ça, on a ça après, qu'est-ce qu'on a fait, à condition de pouvoir interpréter le bruit. Hein? Donc voilà, c'est une nouvelle voie. Je considérais à cette époque, ça m'est venu lors d'une conférence à Chicago, où à un moment donné, je me suis dit, mais je crois que c'était le début des années 80, mais bon sang, on utiliserait bien ça en kiné, tout compte fait, pour mesurer la kinésithérapie. Et c'est de là que c'est parti. Donc voilà, j'ai traduit avec mon patron Émile Lance, nous avons traduit la nomenclature américaine en français. C'est paru 2 fois dans la revue des maladies respiratoires, une fois en 99, comme je vous disais, et une autre fois en 2006 ou 2009. Mais il m'a vu comment ça posait problème. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Pour des raisons psychologiques notamment. Alors, entrons dans la matière immédiatement. Qu'est-ce qu'un bruit? Qu'est-ce qu'un son? Tout d'abord, les ingénieurs décrivent un phénomène excitateur. Le bruit naît quelque part. Il est produit par quelque chose, par un mécanisme. Ça s'appelle la genèse. Ensuite, ce bruit est transmis au travers d'un résonateur. Hein? Un résonateur. Par exemple, la voix agréable et harmonieuse qui vous parvient maintenant, quelque peu accentuée par la proximité de mon pays, eh bien, elle se répand, elle est produite au niveau de mes cordes vocales, elle traverse mon naso-oropharynx, elle passe dans la pièce, et puis dans les microphones, dans les systèmes que vous entendez. Tout ça fait partie du résonateur. Enfin, il faut un capteur. On dit qu'on n'existe que dans l'œil de l'autre, mais on n'existe à mon avis que dans l'oreille de l'autre. Hein. Et donc vous avez ici mon ami Tournesol qui utilise un cornet afin que les bruits parviennent à son tympan, et le tympan va transformer les vibrations sonores, puisque ce sont des vibrations, en signal électrique au niveau de l'oreille interne, et puis le décodage a lieu dans votre cerveau, et ça fait partie d'une science nouvelle qui s'appelle la psychoacoustique, qui n'a rien à voir avec le phénomène psy, mais qui tente de comprendre comment notre cerveau décode le signal sonore. À ma connaissance, au moment où je travaillais là-dessus, il y avait un seul laboratoire en Belgique qui travaillait là-dessus. Il y en avait un aussi à l'ORTF. Il y avait un laboratoire à l'ORTF où il faisait des analyses sonores, mais c'était une science assez confidentielle, dirais-je. Bien, donc, excitateur, résonateur, capteur, on va toujours raisonner comme ça. Les bruits sont des vibrations. Dans l'espace, il n'y a pas de bruit, puisqu'il n'y a pas de matière pour transmettre les vibrations, sauf la matière noire peut-être, mais on sait qu'elle existe, mais on ne l'a pas encore observée. Les ingénieurs décrivent, et ça va faciliter les choses, 2 catégories de vibrations. Des vibrations périodiques, c'est-à-dire régulières, et des vibrations apériodiques, c'est-à-dire irrégulières. Je suis parti de ça pour cette publication. Et je me suis dit, puisqu'il n'y a que 4 types de vibrations, que 2 types de vibrations, périodique simple, périodique complexe, apériodique impulsionnel, apériodique continu. Il ne peut y avoir que 4 bruits respiratoires. On doit pouvoir ranger tous les bruits respiratoires dans cette catégorie. C'est faisable, nous l'avons fait. Même le rhoncus, qui fait partie d'une catégorie séparée, aux yeux des médecins. Mais vous allez voir pourquoi.
Donc voilà, 4 types de vibrations. Nous voilà partis avec ça. On peut les inscrire sur des phonopneumogrammes, c'est-à-dire que dans le Littmann, par exemple, tu entres ton signal et alors on voit les ondes, hein, comme on les voit là au-dessus. Très bien, avec des ondes simples, c'est facile, mais les bruits sont des bruits complexes. Ce sont des vibrations complexes comme celles que l'on voit au-dessus. Hein. Ce ne sont pas des ondes sinusoïdales. Les ondes sinusoïdales parfaites dans la nature n'existent pas. Il y en a 2 qui s'en approchent, le chant des oiseaux et les sibilances. Ce sont des sifflements. Et là, ils sont faciles à décoder. Mais tous les autres bruits, les craquements, le bruit bronchique, etc., sont des ondes complexes que vous voyez sur le schéma à droite au-dessus. Et alors, le théorème de Fourier postule que toute onde complexe peut être décomposée en un certain nombre d'ondes sinusoïdales simples. Ainsi, par exemple, on est toujours en mode amplitude-temps, donc de la gauche vers la droite. L'onde complexe du dessus, et elle est encore relativement simple pour vous faire comprendre, contient les 3 autres en pointillés. Nous allons maintenant les individualiser. Nous avons une sinusoïde de 200 Hz, vous la voyez, 2e rangée, 200 Hz, qui a une certaine amplitude. Hein. En ordonnée, vous avez l'amplitude, en décibels, en pascal, en tout ce que vous voulez. Une seconde qui est d'une fréquence plus élevée, de 400 Hz, c'est-à-dire 400 vibrations par seconde, mais qui est de moindre amplitude. Et la 3e, à 600 Hz, est d'une amplitude intermédiaire. Et maintenant, je vais reporter ces 3 ondes sur un autre diagramme, non plus en mode amplitude-temps, mais en mode amplitude-fréquence. Ainsi, le graphique inférieur à droite vous montre en ordonnée l'amplitude et en abscisse, les barres sont les fréquences à leurs amplitudes. Et si vous tracez une courbe qui rejoint les 3 sommets de ces 3 raies spectrales, vous obtenez ce qu'on appelle une analyse spectrale, une décomposée de Fourier, une FFT, Fast Fourier Transformation, une analyse de Fourier, vous voyez, ou analyse fréquentielle. Il y a plusieurs appellations équivalentes. Voilà, donc ça c'est un des modes d'analyse, c'était le plus fréquemment utilisé, mais il y en a d'autres, tels que les wavelets, etc., qui relèvent plutôt de la science de l'ingénieur. Alors, quand on parle des bruits respiratoires, on va utiliser 3 paramètres, les 3 paramètres principaux que sont la fréquence, qui est haute ou basse, exprimée en Hertz, quand il s'agit d'un phénomène unique. On va parler d'amplitude, suivant que le bruit est fort ou faible, décibels, watts, pascal, etc. Et on va parler du timbre. Le timbre est déterminé par la composition fréquentielle, par l'analyse de Fourier. Ainsi, je vous en ferai entendre, le timbre est sombre, c'est-à-dire à dominante de basse fréquence, ou il est aigu si vous avez une voix féminine. Si vous faites une analyse, vous avez un spectre qui est plus large qu'une voix masculine. Donc voilà la notion de timbre. J'introduirai aussi la notion de durée parce qu'elle a une signification intéressante au niveau des craquements notamment, que l'on exprime en millisecondes. Alors, commençons par la première catégorie de bruits, les bruits respiratoires. Donc rappelez-vous, Laennec parlait des bruits respiratoires. Il n'y en a que 2. Le bruit respiratoire normal, que vous appelez encore ici le murmure vésiculaire, mais le murmure vésiculaire, d'où vient-il? Il vient du fait que Laennec, en auscultant le poumon, pensait que le murmure vésiculaire, les vésicules pulmonaires étaient l'appellation des alvéoles à l'époque. Et Laennec était un anatomiste parfait. Hein. D'ailleurs, sa nomenclature vient des corrélations anatomo-cliniques. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il auscultait ces malades
tous les jours avec 2 de ses collaborateurs, son neveu et un autre, un anglais, et il prenait des notes. Il notait, il notait, il notait. Il mettait les notes en ordre la nuit. Hein, et ensuite, il tentait de donner une interprétation à ces bruits. Et pour les interpréter, ils attendaient que le malade meure, ce qui arrivait la plupart du temps parce que les antibiotiques n'existaient pas. Tout le monde mourait à l'hôpital ou quasi. Et alors, on poussait le patient dans la salle d'autopsie et il allait voir ce qu'il avait entendu. C'est prodigieux comme démarche, voir ce qu'il avait entendu. Et il faisait la corrélation. C'est ce qu'on appelle des corrélations anatomo-cliniques. Donc Laennec est un des, avec Claude Bernard, avant Claude Bernard, le premier scientifique en médecine pneumologique, quasiment. Hein? Bien. Donc, en fait, on va voir que dans les alvéoles, il n'y a pas de bruit produit. Même les crépitants ne sont pas alvéolaires. D'accord? Les alvéoles ne produisent pas de bruit. Les alvéoles sont des résonateurs. Les bruits traversent le tissu pulmonaire et arrivent à votre oreille, à votre stéthoscope, selon filtré ou pas filtré, en fonction de la structure qui est traversée. Hein? Les bruits adventistes, sibilance et craquement. Alors commençons par la première catégorie. Je rappelle tout d'abord que vous pouvez représenter chaque poumon comme un pavillon de trompette. Hein? Regardons le schéma de droite où vous voyez que dans les voies aériennes proximales, c'est-à-dire jusque la 4/5e division, les flux sont turbulents, c'est une notion que vous connaissez. Dans l'arbre aérien moyen, jusqu'à la 7/8e division, les flux sont laminaires, sont plus calmes. Vous pouvez comparer cela à une bouche de métro le matin à Paris, hein, ou à Lille peut-être. Quand tout le monde veut entrer dans le métro à 6h30 du matin, ça se bouscule, il n'y a qu'une bouche d'entrée, on va dans un coin, on va dans l'autre, on se cogne, c'est turbulent. Et puis, le tuyau principal, le couloir principal se divise, et puis ça devient plus calme, les gens marchent parallèlement à côté les uns des autres, sans se bousculer, c'est donc le flux laminaire. Et puis, à partir de la 10/12e division, il n'y a plus de flux. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de flux? Parce que le volume total des bronches jusqu'à la 10e division, c'est environ 150 millilitres. C'est rien du tout. C'est un petit gobelet d'eau, un petit gobelet de café. Et puis vous entrez dans 3000 millilitres. D'accord? Et vous renouvelez votre capacité résiduelle fonctionnelle en respirant 8 ou 10 fois. Parce que vous n'envoyez qu'un petit paquet d'air, un petit volume d'air dans 3000, et donc ça se mélange sans faire de bruit. C'est ce qu'on appelle le mouvement brownien ou statistique des particules d'air. Donc on peut représenter le poumon aussi, c'est dans une figure tirée de l'European Journal, où l'on voit que les gens qui faisaient des études de scintigraphie isotopique de ventilation et de perfusion distinguaient le poumon proximal et profond et les représentaient comme des demi-sphères. Hein? Donc, la dernière demi-sphère, c'est le tissu pulmonaire. Chez l'adulte, c'est entre 80 et 140 mètres carrés de surface. D'accord? Le volume total des bronches, c'est 4 décimètres carrés à partir d'un tuyau de 2 cm² qui s'appelle la trachée. OK? Alors, je vous ai montré ce graphique ce matin, mais je ne vais pas me répéter, mais vous voyez que les bronches, c'est la poignée de la cloche à fromage, et le poumon, ce que nous avons décidé d'appeler le poumon profond, en référence à Bates, un Américain qui parle de deep lung, le poumon profond qui est en fait la capacité résiduelle fonctionnelle. Vous voyez que c'est 3000 millilitres, hein, et les bronches, c'est 150 millilitres. Bien, il faut tenir compte de tout ça, évidemment. C'est de la physiologie. Alors, ici, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. En 1, vous posez votre stéthoscope. Je vais essayer d'expliquer clairement, parce que d'habitude, je fais un croquis sur un paperboard. Ben, voilà. En 1, vous mettez votre
stéthoscope sur la trachée. Et en deux, vous venez mettre votre stéthoscope, pas encore. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait Oui, on y reviendra peut-être. On y reviendra peut-être. Oui, mais tout compte fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Apportez-le-moi ici. Oui, ça ira. Ça ira, oui, deux couleurs. Voilà. Merci. Alors, je dessine un appareil respiratoire très schématique. Hein? OK. Voilà, cage thoracique, le diaphragme. Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'on me voit là? Oui, OK. Ici, vous avez la trachée extrathoracique avec le larynx, qui est un lieu de rétrécissement particulier, qui est parfois considéré comme certains comme le sphincter de l'appareil respiratoire. Les voies aériennes proximales et moyennes, donc turbulents et laminaires, existent jusqu'à la 8 ou 10e division. Et c'est dans cette région-là que le bruit est produit. Ce sont les flux qui produisent les bruits. D'accord? Évidemment, il y a beaucoup de bruit au niveau du larynx. Je pose, vais simplifier, mon stéthoscope ici en 1. Et là, je vais enregistrer un bruit qui est presque à l'origine, à la source du générateur, qui est sur la genèse quasiment. Et on va dire que ce bruit est de timbre clair. Timbre clair, je vais l'imiter. Par exemple, ceci. Il est de timbre clair. On dessine comme ça un timbre clair. Hein? Donc il y a de multiples fréquences. Hein? Il y a de multiples fréquences. Timbre clair, comme ça, mettons ici 20 dB, je ne sais pas, jusqu'à 1000 Hz ou 1 kHz, mais ça pourrait être la trachée. Quand vous mettez votre stéthoscope ici, et que vous demandez à votre patient de respirer de la même manière, vous n'entendez plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous entendez le murmure vésiculaire, c'est-à-dire que c'est un bruit transmis provenant des voies aériennes proximales et moyennes, qui est de timbre clair, et qui, traversant un poumon aérique, c'est-à-dire un poumon normal qui contient de l'air, va, à la sortie, être filtré. Toutes ces fréquences vont être absorbées par le poumon et vous allez obtenir un spectre comme ceci. Ceci est un timbre clair. Vous voyez ce que signifie la notion de timbre. Et ceci est un timbre sombre. Voilà ce qu'il y a besoin de savoir. Mais je vais déjà introduire une notion de pathologie. C'est que si, de l'autre côté ici, en 3, mettons, vous êtes en face de ce qu'on appelle en pneumo, hein, il y a des termes pour ça, je ne fais pas encore de diagnostic. On ne fait pas de diagnostic avec un stéthoscope d'ailleurs. Une condensation, dit-on, hein, une consolidation, une densification pulmonaire, par exemple une pneumopathie, une pneumonie au stade aigu, ben le poumon est plein de liquide et le bruit de source ne va pas être filtré. Il va parvenir à votre stéthoscope et vous allez dire, dans les cas extrêmes, hein, là, j'entends la trachée, j'entends la même chose que là. Et ça va s'appeler le bruit respiratoire bronchique qui est de timbre clair. D'accord? Donc je vais alors dire ici bruit respiratoire trachéal pour le qualifier. Ici, bruit respiratoire normal. Et ici, c'est le fameux bruit respiratoire bronchique que vous appelez en France le souffle tubaire. Le souffle tubaire. Voilà. Très simplifié. Puis nous reviendrons aux nourrissons. Mais je crois que c'est sur une dia suivante. Oui, on va revenir à ceci. Est-ce que je vais trop vite peut-être pour le... Je voudrais revenir à la diapo. Voilà. Attendez, voir où est-ce qu'il est mon nourrisson. Oui, voilà.
un être humain, à la naissance, ne possède que 20% des alvéoles pulmonaires. Hein? Par exemple, le rouge. Tout d'abord, prenons un bébé d'1 mois. Ben, il a un tout petit thorax. Hein? Il a un tout petit thorax. Si vous posez votre stéthoscope ici, c'est un enfant sain. Hein? Vous êtes à une courte distance de la trachée, c'est-à-dire à quelques centimètres, distance stéthoscope-trachée, qui est courte. Donc vous vous approchez du bruit de source. Deuxièmement, le nombre d'alvéoles d'un nouveau-né humain ne représente que 20% des alvéoles de l'âge adulte. Donc un être humain adulte, il a environ 360 millions d'alvéoles, un nourrisson, il en a 70 millions, hein, ou 80 millions, 20% calculé. Hein? D'accord? Donc le nombre d'alvéoles est faible, ce qui veut dire que le filtre est faible. C'est peu filtré. Et troisièmement, contrairement à ce qu'on croit, le tissu pulmonaire des petits-enfants est moins souple, moins compliant que celui de l'adulte, et je vais symboliser cela par un alvéole, une alvéole, on peut dire les deux. On voit que le tissu est plus épais, plus dense. Le terme à retenir, c'est densité. Ok? Donc la densité, un peu comme ça c'est un poumon dense. Donc le bruit respiratoire normal d'un nourrisson a, comme ici, un caractère bronchique. Mais chez lui, c'est normal. C'est normal. Il respire comme ça. Hein? Vous le savez bien. Hein? Le bruit respiratoire normal d'un adulte, c'est... Okay. Et ici, c'est... Oui, il peut imiter tous les bruits. Bien. Donc voilà la notion de timbre. OK. Donc, je reviens alors à ma diapo précédente. OK. Donc, en gros, vous avez ici ce qui se passe. Je vais ajouter une notion, peut-être de physiothérapie. Ceci est physiothérapeutisables et kinésithérapeutisable. Ça, c'est une indication de l'édic. Ça, c'est un autre chapitre. Hein? Donc voilà. Parfait, bonne idée d'avoir pensé à mon paperboard. OK. Alors, voilà. Notre technicien en chef, je vais lui demander de cliquer sur le cadre noir. Si nous étions en présentiel, et c'est ce qui fait la limite des visioconférences, hein, je vous poserai la question, qualifiez-moi ces bruits. Ben, si je ne peux pas le faire, je ne vous vois pas. Alors on va le faire ensemble. Ah, Bruno, tiens, on va demander à Bruno. Qu'as-tu entendu, d'après toi? Je ne veux pas de nom de maladie, je veux simplement que tu caractérises le bruit. On peut réécouter, hein, si on veut. Il va parler là, c'est peut-être mieux que de déplacer ce micro qu'on va, comme vous voulez. Alors, bon, je ne m'attendais pas à la question. Je vais essayer d'y répondre. À droite, il m'a semblé entendre un bruit sombre et à gauche, un bruit clair. Et ensuite, il y avait un côté où il y avait un bruit discontinu, mais je ne sais plus lequel. Bon, tu inverses les deux timbres. J'ai inversé deux timbres. Tu as inversé les timbres. Ah, d'accord. Donc, à droite, tu as un timbre clair. Oui. Très bien. Et des bruits discontinus, bien vu. Ce sont des craquements, en fait, des crépitants. Hein? Et à gauche, tu as un timbre sombre. Donc, que peut-on dire là? On ne va pas poser de diagnostic médical, ce n'est pas notre rôle. Je vais dire qu'il y a un timbre clair à droite avec des craquements de haute fréquence en fin d'inspiration et que ça pourrait correspondre à une pneumonie. C'est une consolidation, mais je ne mets pas de nom dessus, il faut une radio pour ça. À gauche, le timbre est sombre. Donc, c'est une gamine de 10 ans qui a une pneumonie au stade aigu. Voilà, bien vu pour les cas.
Ok, eh bien on va continuer. Ok, donc voilà, vous avez donc une première notion de ce qu'est le bruit respiratoire normal à gauche, le bruit respiratoire bronchique. Alors ça, je vous l'ai dit. Je vais peut-être vous faire entendre les bruits respiratoires normaux, c'est-à-dire bronchiques, d'un nourrisson. Ne regardez que les analyses de Fourier de gauche, hein, ce sont de véritables spectres tels que nous les avons sur nos analyseurs de Fourier, pardon, et ensuite on fait des calculs là-dessus. On va d'abord écouter un enfant de 1 mois, et puis le même à 3 mois. Regardez comme le spectre s'est assombri. Vous voyez, il se tasse vers la gauche. Et à 5 ans, le spectre est tout à fait assombri, encore davantage écrasé vers la gauche. Alors, si tu veux bien cliquer sur le haut-parleur qui est en haut à gauche, là. Cliquez. Plage sonore numéro 1. Voilà, parfait. Les enregistrements qui suivent illustrent le 5e ouvrage de Guy Postio, un peu de pub pour mon bouquin, paru aux éditions Debouc Supérieur à Bruxelles en 2016. Cet ouvrage est consacré à la kinésithérapie respiratoire de désobstruction bronchopulmonaire chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson. L'interprétation des bruits respiratoires lors de l'auscultation médiate à l'aide du stéthoscope ou encore lors de la simple écoute des bruits respiratoires à la bouche constitue pour le kinésithérapeute un moyen d'observation irremplaçable, capable d'orienter ses propres choix thérapeutiques et d'objectiver ses techniques. Les exemples sonores se rapportent au 5e chapitre de l'ouvrage, où les bruits respiratoires sont classés suivant la nomenclature internationale d'auscultation pulmonaire qui reconnaît 2 catégories de bruits, les bruits respiratoires et les bruits adventices, eux-mêmes subdivisés en bruits respiratoires normaux et bronchiques et en craquements et sibilances, en référence aux données actuelles de la physique acoustique. Nous avons adapté cette nomenclature aux particularités anatomo-fonctionnelles du jeune enfant. Écoutons tout d'abord comment évolue le bruit respiratoire normal à caractère bronchique chez le petit enfant. Observons que les 2 temps de la respiration sont bien perçus et que le timbre du bruit respiratoire devient de plus en plus sombre. Les bruits sont captés en regard de la base droite. Cette plage sonore se rapporte à la figure 5-9 de l'ouvrage. Un mois. La 2e séquence nous fait entendre les bruits respiratoires du même enfant âgé de 3 mois. La 3e séquence nous fait entendre les bruits respiratoires normaux perçus à la base droite chez un enfant de 5 ans. Écoutons à nouveau les différences de timbre entre ces 3 exemples. On entend bien la différence. Ok, bien, poursuivons. La percussion, je vous en parlerai un peu plus loin. Oui, ça c'est dans les... Ok, avec la percussion, au niveau application, on peut mesurer la course diaphragmatique, par exemple. Mais c'est une autre histoire. Ça, c'est de la kiné. Venons-en aux bruits adventices.
Donc je rappelle, c'est la deuxième catégorie de bruit qui comporte les sibilances et les craquements. Alors on va commencer par les craquements. Ceci est évidemment une planche tirée d'une BD de Hergé, les bijoux de la Castafiore. En anglais, craquement se dit crackles. Facile à traduire. Nous avons traduit en français par craquement. Pas crépitant. Pourquoi? Voilà la raison. Le terme craquement est un terme générique qui désigne un événement acoustique bref, interrompu, les ingénieurs disent une transitoire, qui ne doit contenir à ce stade aucune connotation qualificative, clinique ou psychoacoustique. Point. C'est un phénomène physique, les ingénieurs appellent ça un craquement. C'est une onde, rappelez-vous, le tableau des ondes vibratoires, c'est une onde apériodique impulsionnelle. Alors regardez dans la nomenclature francophone, par quel terme on désigne le mot craquement? Eh bien là, bonjour les étudiants en médecine, les étudiants en kiné, c'est une soupe incroyable. J'ai trouvé dans la littérature en français 13 sortes de râles. Crépitant, crépitation, gros crépitant. Ah tiens, moi j'avais appris que les crépitants étaient plutôt fins. Mais gros comment? Des crépitants fins, très fins, des râles humides, mouillés, très mouillés, des râles crépitants, des râles sous-crépitants. On n'en sort pas. C'est plus simple. Voilà un craquement. Donc celui-ci fait 5 millisecondes. Nous sommes capables de les identifier. Il y a des règles à respecter. Ça comporte des ondes de différentes significations, une onde d'attaque, une onde de résonance, etc. Indiquer, segment, bref. Voyez ce que c'est. Ça a une forme particulière. Et nous considérons que 80% des craquements sont identifiables et ont cette forme-là. Bien. Et là, nous avons 3 catégories de craquements. Vous voyez, nous avons une sous-classification. J'ai retrouvé dans l'AENEC, qui sera prochainement publié, j'y travaille, les termes d'origine. Et ce n'est pas facile parfois, bien que ce soit un français de l'époque qu'on comprend. Voici un cycle respiratoire que je viens de faire apparaître. Vous avez inspiration, et puis il y a une barre verticale qui met la fin de l'inspiration, et l'expiration. Et chaque petite fléchette que vous voyez a identifié par notre algorithme un craquement répondant à la définition internationale. On considère qu'il y en a 3 catégories. J'ai encore une discussion avec des Américains qui n'aiment pas trop les moyennes fréquences, mais ça ne fait rien, c'est une autre histoire. Je vais extraire un craquement que nous appelons protophasique, un craquement du premier tiers de l'inspiration. Vous voyez? Et je le mets là-bas et je l'examine en mode temporel. Vous vous souvenez? Un phonopneumogramme. Donc amplitude, temps. Je procède à une analyse de Fourier à droite et vous voyez que le spectre, l'analyse spectrale qui est schématisée là, non, elle n'est pas schématisée, c'est une réelle, possède un pic de fréquence à 200 Hz environ. OK? J'en prélève un maintenant au milieu de l'inspiration, c'est-à-dire en mésophase. Mid-inspiratory crackles, dit-on. Remarquez qu'il est plus serré. Les ondes sont plus rapprochées, donc nous allons supposer qu'il est de timbre plus clair. Et en effet, à droite, regardez son spectre, vous voyez que le pic de fréquence s'est déplacé vers la droite et je fais des arrondis, qu'il est de pic de fréquence d'environ 400 Hz. Et j'en prélève un maintenant en téléphase inspiratoire, vous voyez qu'il est très serré, on doit s'attendre à un timbre plus aigu, c'est ça que ça veut dire timbre, et on voit que le pic de fréquence est aux environs de 600 Hz. 400, 200, 400, 600. Il y a donc 3 types de craquements. Je vais vous donner les correspondances en français. Les premiers, ce sont des gros râles.
les seconds des râles sous-crépitants et les derniers des râles crépitants. Mais ça manque de précision, évidemment, comme je vous le disais. Alors, on peut les représenter autrement. Et est-ce que le Littmann parvient à faire ça? Je ne sais plus. Des sonagrammes. Ah, des sonagrammes. Vous voyez ici une autre représentation ce sont des représentations très agréables. En ordonnée, tous les chiffres que vous voyez là sont des fréquences, sont des valeurs de fréquence de 0 à, je sais pas, 500-600 Hz par exemple. Jusqu'à la barre verticale blanche au milieu de l'image se situe l'inspiration et l'expiration suit. Et les couleurs représentent l'énergie des fréquences. Et vous voyez que le bruit de fond respiratoire qui, tout le long de la mesure, est en rouge aux environs de 150-200 Hz. C'est l'impédance du thorax. C'est votre fréquence respiratoire à vous, votre timbre à vous. Mais en début d'inspiration, il y a une énergie qui s'imprime en protophase, et ce sont des craquements de basse fréquence. D'ailleurs, le pic de fréquence en rouge donne du 200-300 Hz. Donc vous voyez, c'est une autre manière de le représenter, mais qui est plus agréable. Et vous avez en dessous le phonopneumogramme pour les voir. Craquement de basse fréquence protophasique. Et puis, voilà la deuxième catégorie, les craquements de moyenne fréquence. Cette fois, l'échelle des fréquences s'est étalée, l'appareil fait ça automatiquement. Vous voyez le fond du bruit respiratoire, le bruit respiratoire de fond, et aux environs 400-500 Hz, vous avez des charges énergétiques qui représentent les craquements de moyenne fréquence, donc dans le cadre rouge que j'ai surimprimé sur la diapositive. Enfin, troisième catégorie, ah là dites donc, en fin d'inspiration, vous avez des craquements dont les pics de fréquence avoisinent les 600-700 Hz, hein, et il est à noter que, ici, mais ça c'est pour les spécialistes, le bruit de fond respiratoire, inspiratoire surtout, regardez, il est plus élevé. Il est aux environs de 300-400 Hz. Et c'est normal, c'est un poumon dense, c'est une fibrose pulmonaire. Bien. Donc on peut dire beaucoup de choses. Eh bien, je vais vous les faire entendre. Hein. Nous allons commencer par la première image en haut à gauche. Voilà. OK. OK. Deuxième image. Il faut cliquer pour l'arrêter, la première. Sinon, on va avoir les deux en même temps. Voilà. Là, vous entendez des craquements de moyenne fréquence. Voilà. OK, il y en a un peu en expi. Très bien. En dessous, maintenant, voilà les fameux crépitants. Voilà, on peut s'arrêter là. On va en terminer là avec les craquements. Je ne vous parle pas de leur genèse. Sachez simplement que ce sont des bruits d'ouverture des bronchioles. Donc, contrairement à ce que beaucoup croient, il n'y a pas de bruit produit dans les alvéoles. Les alvéoles sont des résonateurs. Donc, l'excitateur est là au niveau de la bronchiole, vous voyez, et puis le bruit traverse le tissu pulmonaire. Nous avons publié là-dessus il n'y a pas longtemps. OK. Ce sont des ouvertures séquentielles. Je passe ça aussi parce que là, on entre dans la kinésithérapie et dans l'interprétation des bruits. Ceci est un cas particulier. Je passe aussi. Alors, c'est une auscultation en infralatéral. Il nous faudrait 10 minutes pour expliquer ça. Nous n'avons pas le temps. Mais elle est très utile et elle est méconnue aux soins intensifs. Aux soins intensifs, le patient peut ne pas être conscient,
être sous respirateur, vous n'auscultez que le poumon du dessous qui révèle la pathologie beaucoup mieux qu'une position assise. En général, les positions assises telles que vous la voyez sur l'image en bas à droite ne sont pas recommandées sur le plan mécanique. Donc voilà les paramètres des craquements. On a parlé du timbre, de l'occurrence, la situation dans l'inspiration, du nombre et de la position dépendance. Alors, parlons des sibilances pour que vous ayez l'occasion de les entendre. De nouveau, Hergé va nous aider. Le capitaine Haddock ici essaye de siffler, vous voyez. Et dans le cadre en bas à droite, siffler, les sibilances en anglais se disent wheezes. Il a du wheezing. Disons qu'il a des sibilances et puis c'est tout. Grave ou aigu. N'introduisons pas un terme anglais, il n'y a pas besoin. OK? Alors, là, on va parler de la complexité et du taux de sibilance. Je vais aller immédiatement à l'écoute. Ce sera plus parlant. Hein? Notre technicien en chef va nous faire entendre le premier cadre en haut à gauche. Encore une fois. OK. Ce que vous avez entendu, ce sont des sibilances monophoniques expiratoires. Le cadre du dessous va nous faire entendre des sibilances polyphoniques dans le cadre d'une crise d'asthme chez une adolescente. On y va. Monophonique et polyphonique. Et nous avons un roncus en dessous. OK, merci. Voilà, alors, je ne vais pas vous m'étendre là-dessus, mais pour produire des sibilances, il faut du débit. Ce sont des oscillations de la paroi bronchique, parce que le flux est modifié, donc il faut du flux. Hein, au-delà de la 10e génération, il n'y a pas de flux, donc il n'y a pas de sibilance. Et vous entendrez des docteurs disent il a du wheezing à gauche et des sibilants à droite. Je sais ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire il a des sibilances aiguës à gauche et des sibilances graves à droite. D'accord. Mais alors ils ajoutent et le wheezing est produit dans les bronchioles et les sibilants dans les bronches. Il n'y a pas de wheezing dans les bronchioles. Alors, le taux de sibilance et le paquet de sibilance en termes de durée au cours du cycle respiratoire qui fait partie du score de Wank dont on vous a parlé tout à l'heure. Ça, je l'ai dit. On pourrait aussi s'étendre sur d'autres bruits qui ne sont pas nécessairement pulmonaires, tels que le roncus et le stridor, les craquements pleuraux, encore l'un ou l'autre, qui ne proviennent pas du poumon à proprement parler. Donc voilà, ça nous passons. OK, il y a beaucoup d'exemples. La méthodologie d'auscultation, elle est là. Il y a une procédure à suivre. Pourquoi faut-il ausculter? J'en terminerai avec ça. Au début de ma carrière, les kinésithérapeutes qui faisaient de la recherche, chez nous, nous étions 4 ou 5 en Belgique, pas plus. Tout ce que nous faisions comme kinésithérapie, on tentait de l'objectiver avec des spirométries. Des spirométries, de la bodyplétismographie, des diffusions, tout ce que vous voulez. Donc les épreuves fonctionnelles respiratoires. Mais si l'on y pense bien, lorsque vous connectez un patient à un embout de spiromètre, vous collectez un seul signal. C'est très peu sélectif. D'où vient une capacité vitale? De votre sommet gauche, plus que de votre sommet droite, de votre base gauche, vous n'en savez rien. L'avantage et les épreuves fonctionnelles respiratoires sont très décevantes pour objectiver la kinésithérapie. Par contre, si j'observe le poumon par l'autre bout de la lorgnette, hein, c'est pour ça que j'ai mis des longues vues, vous voyez, vous êtes là où le bruit est produit, localement et discrètement. Les bruits que vous avez dans le poumon profond, vous ne les trouverez pas, on n'entend pas les bruits à la bouche, il faut un stéthoscope, et c'est là qu'un stéthoscope devient intéressant, parce que là, sur une surface de 2 stéthoscopes, vous avez dit, la pathologie est là. Et j'entends ceci, et je l'interprète comme ça. Et vous traitez en positionnant de telle ou telle manière. Donc voilà, il y a des technologies aujourd'hui, Bruno vous en a parlé, il utilise le Littmann
3200 qui est là en haut à gauche, il y en a d'autres, mais il existe même en haut de l'image à droite un wheezomètre qui a été mis au point par une équipe canadienne où on fait souffler les gamins là-dedans et le taux de sibilance s'inscrit automatiquement. Donc voilà, on est passé rapidement là-dessus. Je vais reprendre une phrase de Laënnec qui, à la fin de son ouvrage, c'était un homme modeste, très modeste, et très intelligent. Et il écrit « Je ne doute pas qu'à l'aide d'auscultations, d'observations attentives et suivies, on obtienne encore de l'auscultation médiate de beaucoup de résultats utiles à l'art de guérir. » Ça, c'était pour les kinés qu'il écrivait ça. Depuis, on a tenté de déclasser l'auscultation avec des radios, avec des scanners. Et aujourd'hui, il y a une compétition avec l'ultrasonographie thoracique. Mais je peux vous assurer que, même comme ça, même si ce sont des mesures très intéressantes, très précises, et dont il faut saluer la survenue en kinésithérapie respiratoire, le stéthoscope montre encore beaucoup de choses qu'aucune machine ne montre. Donc je pense qu'il n'est pas encore déclassé. Ici aussi, il me semble qu'il va résister. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si Bruno a prévu des questions en fonction du temps qui m'est imparti. Je vais en poser une, s'il y en a quelques-unes qui arrivent. Voilà. Ah, il semblerait qu'il y ait des questions. Merci pour les bruits. C'est bien passé, hein? Avant que les questions Internet arrivent, j'en ai une très simple. Dans le cas de la bronchiolite, dans un de tes ateliers pratiques, aux Journées françaises de la kinésithérapie, tu avais préconisé un point privilégié pour écouter les sons. Est-ce que j'avais bien compris ou est-ce qu'il est vraiment utile d'ausculter de façon globale? Il faut ausculter globalement. Parce qu'on peut découvrir dans une bronchiolite une pneumopathie. Hein. C'est pas rare du tout, évidemment. Là, on aura des crépitants à la base gauche qu'on n'entend pas à la trachée. Mais globalement, la trachée est un bon résonateur. D'ailleurs, vous le savez, hein, si vous avez vous un gamin qui fait... il a des sibilances polyphoniques, mais on va aller voir quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un roncus ici? Est-ce qu'il n'y a pas des craquements de haute fréquence, etc. Voilà. Juste deux petites questions que je relaye. Peut-on dire, selon vos explications, que les craquements intéressent les 90% du poumon où il n'y a pas de flux et les sibilants les 10% proximales? Oui, on pourrait dire ça. La proportion, oui. Les bruits à la bouche, audibles à l'oreille, ne sont-ils pas uniquement les bruits des gros troncs, la trachée? Bien sûr que si. C'est pour ça que c'est insuffisant. Mais ils ne sont pas inutiles, hein? Auriez-vous un récapitulatif des bruits respiratoires selon la localisation pathologique? Non, on rencontre les mêmes bruits partout. On peut avoir une pneumopathie au niveau du sommet, on peut avoir des bronchiectasies à droite uniquement, mais ce sont toujours les mêmes bruits. Des craquements, des sibilances, des bruits bronchiques ou des bruits normaux. Mais on va distinguer des amplitudes, le nombre, etc. Je n'ai pas détaillé toutes les observations qu'on peut faire, mais ce sont les mêmes bruits, il n'y en a que 4. C'était l'ensemble des questions. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de votre intervention, en vous remerciant déjà pour cette intervention de très bonne qualité. Je vais passer la parole à Bruno, qui va vous parler très succinctement de la géolocalisation. Voilà. Et merci aux collègues qui ont posé des questions. Merci à vous surtout. Voilà, bonne fin de journée à tous et à toutes et à tous. Voilà.